Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition de 22 heures au sommaire de l'actualité de ce dimanche. Réforme d'équilibre et de responsabilité, la République se modernise tout en préservant ses fondements. Et à Gaza, la déconstruction équivaut à 13 pyramides et le coût de reconstruction dépasse les 70 milliards de dollars selon l'ONU. Et nous entamons ce journal par cette séance plénière consacrée à la révision partielle de la Constitution de la République de Djibouti, conformément aux dispositions de l'article 91 de la Constitution de la République de Djibouti. La représentation nationale s'est réunie ce dimanche 26 octobre 2025 en séance plénière solennelle présidée par Mohamed Deleta, président de l'Assemblée nationale, en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, des membres du gouvernement et de l'ensemble des députés de la 9e législature. Cette séance d'une portée institutionnelle majeure était entièrement consacrée à l'examen et au vote de la proposition de loi numéro 1 de l'année 2025 de la 9e législature, portant révision partielle de la Constitution. Dans ses propos introductifs, le président de l'Assemblée nationale a adressé ses salutations républicaines aux membres du gouvernement et aux députés avant d'inviter l'hémicycle à observer un moment de prière et de recueillement à la mémoire du regretté doyen Hassan Rabla Ali, député et figure éminente de la vie parlementaire nationale. Une fatiha a été récitée en son hommage. La séance s'est poursuivie avec la présentation du rapport de la Commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains, en coordination avec la Commission du développement social et de la protection de l'environnement. Parmi les principales dispositions revues figure la mention des mutilations génitales féminines dans la Constitution, le renforcement des critères d'éligibilité à la magistrature suprême, l'élargissement de la composition du Conseil constitutionnel, le renforcement de ses compétences et l'allongement du mandat de ses membres, et la modernisation du droit budgétaire djiboutien, entre autres. Au cours de la séance, plusieurs parlementaires se sont exprimés. Le président du groupe parlementaire RPP, Abdelrahman Awale Yassine, a salué l'esprit de responsabilité, de dialogue et de consensus républicain qui a prévalu tout au long du processus. La présidente de la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains, Kaltoum Farah Saïd, a apporté un éclairage juridique détaillé sur le cadre normatif ayant présidé à l'examen du texte. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a quant à lui exprimé au nom du gouvernement son soutien plein et entier à cette initiative parlementaire. Il a salué la démarche des députés, la qualifiant de conforme aux aspirations profondes du peuple djiboutien. Le Premier ministre a également félicité le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés pour leur engagement constant au service de la légitimité constitutionnelle, leur sens du devoir républicain et leur détermination à faire du Parlement le cœur battant de la démocratie nationale. À l'issue des débats, la proposition de loi a été adoptée à la majorité qualifiée requise, consacrant la volonté souveraine de la représentation nationale d'adapter le texte fondamental aux évolutions politiques, économiques et sociales du pays. Par cet acte législatif de haute portée, l'Assemblée nationale réaffirme son rôle de gardienne de la légitimité démocratique. Le président de l'Assemblée nationale a, dans son discours d'ouverture de la séance publique de ce 26 octobre, souligné l'importance historique de l'examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution, invitant les députés à aborder les débats dans un esprit de responsabilité. Nous l'écoutons. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, je vous souhaite la bienvenue pour la séance publique relative à l'examen de la proposition de loi 01 AN 25 9e législature portant révision de la Constitution. Avant de débuter nos activités, j'aimerais que nous marquions un moment solennel en nous levant et en récitant la Fatiha à la mémoire de notre regretté doyen Hassan Rabla Ali, rappelé à notre créateur avant-hier, vendredi après-midi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah l'accueille dans son paradis éternel et octroie à sa famille, ses proches et ses amis patience et quiétude.
Pour l'agenda de la séance, il me faut rappeler quelques règles préalables relatives au cadre de la procédure législative et spéciale qui régule une révision constitutionnelle. Premièrement, la présence, je crois que tout le monde est là, le gouvernement et les parlementaires. Les députés sont priés de signer les fiches d'émergement tenues à leur disposition par l'administration. Cette signature est obligatoire pour la procédure applicable en matière d'adoption de cette proposition de loi portant révision de la Constitution. Concernant le déroulement des discussions, comme vous le savez, une séance de révision constitutionnelle comporte une solennité particulière, comme le quorum, c'est-à-dire la présence des députés. L'article 61, alinéa 4, précise que la majorité des députés doit être présente pour la discussion en séance publique et les votes en première lecture. L'alinéa 6 du même article rappelle aussi qu'en matière de vote, le scrutin est public. En outre, les députés ne pourront pas présenter des amendements à la Constitution, hormis les modifications proposées à l'initiale qui ont été soumises à la Commission de la législation, ainsi que la réputation accompagnant les rapports. Comme vous le savez, la proposition de loi est un ensemble de modifications des amendements de la Constitution présentés par un bloc de 28 députés, toutes sensibilisées politiques confondues. Et après le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale, les interventions se sont poursuivies avec les prises de parole du groupe parlementaire RPP et de la présidente de la commission des lois. Tous deux sont revenus sur les enjeux et les objectifs de cette révision constitutionnelle. On les écoute. En ma qualité de président du groupe parlementaire RPP, j'aimerais profiter de cette séance solennelle pour m'exprimer sur cette proposition de loi constitutionnelle qui écrit une nouvelle page de l'histoire de notre jeune nation. En tant que parlementaires de cette auguste assemblée, nous avons pris nos responsabilités en nous engageant dans la voie de la réforme, de la continuité et de la prospérité. Nous renouvelons notre engagement et notre attachement aux valeurs de la République, aux principes de la démocratie participative et surtout aux aspirations portées au plus haut niveau. Mesdames et messieurs, chers collègues, procéder à une révision de la Charte suprême, aussi partielle soit-elle, demande un courage politique et une constance dans ses choix moraux. Aujourd'hui, il nous incombe de démontrer une fois de plus notre soutien sans faille, notre engagement en faveur de la stabilité, de la paix et de la croissance. Je vous remercie énormément, chers collègues. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais juste clarifier à propos du fondement constitutionnel et légitime de cette révision, parce que lorsqu'on parle d'une proposition de loi, ça vient des parlements, un tiers des parlements, et par la suite, les autres membres du Parlement interviennent, et c'est un acte constitutionnel et qui n'est pas anticonstitutionnel. Donc, conformément, et cette procédure a été prévue à l'article 91 de la Constitution qu'on vient de réviser, et on poursuit la procédure exacte prévue et en prenant à la lettre les dispositions de cet article qui est dans la Constitution. Donc, conformément à l'article 91 de la Constitution de la République de Djibouti, la révision constitutionnelle peut être initiée soit par le président de la République, soit par l'Assemblée nationale. Cette révision a pour but d'adapter les lois fondamentales aux réalités politiques, économiques et sociales du pays, dans le respect des principes républicains et démocratiques, qui veut dire que chaque évolution, chaque pays, le texte doit évoluer avec les avancées et l'évolution démocratique, sociale et économique de chaque pays.
Et le Premier ministre a ensuite pris la parole pour saluer le travail mené par les parlementaires et rappeler la vision du gouvernement à travers cette révision de la Constitution. Il a par la suite insisté sur la nécessité d'un large consensus national autour de cette réforme. Le Premier ministre. Honorable représentant du peuple, le projet de loi est une proposition du Parlement modifiant certains articles de la Constitution, sont conformes à l'aspiration du peuple djiboutien. Et je tiens à féliciter en premier lieu le président de l'Assemblée nationale, de l'initiative qu'il a prise avec l'approbation de l'ensemble des parlementaires pour traduire concrètement dans les faits la volonté populaire des Djiboutiennes et des Djiboutiens. En espérant que les honorables représentants du peuple vont suivre concrètement cette proposition et je vous remercie. Et après les débats, le moment le plus attendu de la séance a été celui du vote des députés. Chacun a exprimé son choix sur la proposition de loi sous le regard du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. La majorité qualifiée requise a été atteinte, scellant l'adoption de cette réforme constitutionnelle. Nous allons passer au vote. Je demande à la salle technique de lancer l'opération de vote, s'il vous plaît. Merci, monsieur le député, merci beaucoup de votre invitation. La loi 01 AM 25, 9e législature a été votée à l'unanimité de voix. Et nous écoutons à présent la réaction du député Mohamed Mustafa qui s'est exprimé à l'issue du vote. Tout d'abord, c'est un jour important pour notre République. Avec mes collègues, aujourd'hui, nous avons fait un acte de responsabilité. Et je tiens tout d'abord à saluer le travail exemplaire de l'ensemble de mes collègues et en premier lieu du président de l'Assemblée nationale, son Excellence Dileta Mohamed Dileta. Car ceci est une initiative parlementaire. C'est une proposition de loi constitutionnelle qui émane du Parlement. Cette réforme, nous l'avons fait dans le strict respect de notre cadre constitutionnel et avec rigueur. Vous savez que adapter notre constitution aux réalités du monde actuel, c'est préparer l'avenir de nos concitoyens. Et c'est la raison d'être de notre mandat. En fait, moderniser nos lois, c'est donner à l'État les moyens d'agir vite, au lieu de laisser les citoyens attendre. Cette réforme est une question d'efficacité. Et concrètement, si je peux le dire ainsi, elle était essentielle. Car la stabilité institutionnelle que nous consolidons aujourd'hui est un atout, mais pas un danger en fait. Et si je peux la représenter ainsi, une constitution, ce n'est pas un monument figé. Hein. Si je la représente dans cette manière, c'est la salle des machines du navire de l'État qu'il faut entretenir pour avancer. Et aujourd'hui, nous venons de procéder à un entretien indispensable. En premier lieu, nous avons rajouté des dispositions nouvelles et d'autres articles ont été amendés. Donc autant de dispositions qui alignent notre loi suprême sur nos engagements internationaux, ce qui renforce notre crédibilité et notre souveraineté sur la scène internationale. Enfin, si je peux conclure de cette manière, nous, parlementaires, avons choisi l'avenir. Nous avons choisi la stabilité institutionnelle. Nous avons choisi de moderniser la République pour garantir la prospérité de Djibouti. Écoutons maintenant le parlementaire Ogoulé Kiflé qui est revenu de manière générale
sur les tenants et aboutissants de cette révision constitutionnelle. C'est des 10 articles à peu près. Donc l'article 16 concernait l'utilisation génitale donc, féminine. Pour l'article 23, il s'agissait et ça concerne le mandat du président et le dépôt des candidatures pour la présidence de la République. Donc l'article était là. Déjà, il a été un peu reformulé. Et aussi, nous avons introduit quelques nouveautés, c'est-à-dire la personne qui doit se porter candidat à la présidence du pays doit être de nationalité djiboutienne tout d'abord. Il doit jouir de tous les droits civils, civiques et politiques. La nouveauté qui a été introduite à ce niveau, c'est le fait qu'il doit résider dans le pays durant 5 années, la période précédant le dépôt de sa candidature. Voilà la nouveauté qui a été introduite. L'autre porte sur les finances du pays. Donc, les finances de la République du pays doivent être organisées par une loi organique. Alors que jusqu'à là, il n'y avait que des lois de finances, des comptes financiers, des lois de finances annuelles et les lois de règlement des dépenses et de l'exécution du budget. L'article 76, par rapport à sa situation précédente, il a été porté au nombre de 9, le nombre des membres du Conseil constitutionnel. Au lieu de 8 années auparavant, ils doivent demeurer dans ces postes durant 9 ans. Donc, les 3 de ces 9 les 3 premiers sont désignés par le président de la République. Suivantes sont désignés par le président de l'Assemblée nationale. Et les 3 derniers seront désignés par le Conseil de la magistrature suprême du pays. Et nous poursuivons avec d'autres réactions recueillies au cours de cette journée parlementaire. Comme vous le savez, les mutilations génitales féminines est un problème de santé publique. Depuis les années 90, la lutte avait commencé. Les premières pionnières qui ont commencé à lutter contre les MGF étaient l'Union nationale des femmes djiboutiennes. C'est elles qui sont intervenues pour que l'article 333 du Code pénal soit intégré. Et nous en sommes fiers, car nous représentons également les femmes djiboutiennes et l'UNFD au sein de cet hémicycle. Comme vous le savez, à mon arrivée, dès la première année, je me suis attelée de faire une proposition de loi contre ces pratiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a été démontré que les mutilations génitales féminines sont très néfastes et laissent des traces indélébiles et irréversibles chez la petite fille et la femme. Ça va jusqu'à provoquer, des études l'ont démontré, que 20% des stérilités chez la femme est due aux conséquences, les infections que la petite fille a subies lors de cette pratique. Pour nous, c'est une situation intolérable. Et aujourd'hui, c'est une journée historique pour nous. Et une grande joie pour nous et la femme djiboutienne de l'avoir intégrée dans notre Constitution. Je peux dire que c'est la sacralisation de cette lutte qui dure depuis longtemps. Et nous pensons que les femmes et les filles djiboutiennes vont pouvoir vivre tranquillement sans être vraiment persécutées par cette pratique qui n'a aucun fondement. Le nouveau article 23 stipule que le candidat aux fonctions de président de la République doit être âgé au moins de 40 ans, jouir de ses droits civiques, civils et politiques. Il doit être de nationalité djiboutienne, c'est-à-dire le candidat aux fonctions de président de la République ne doit pas avoir une autre nationalité, sauf la nationalité djiboutienne.
Il doit être résident sur le sol djiboutien de manière permanente ou continue au cours des 5 dernières années qui précèdent le dépôt de sa candidature. Voilà les principaux points de ce nouveau article 23. L'article 65 a été un peu remodelé. Au niveau, une loi organique a été ajoutée. Ça va renforcer la stabilité dans le pouvoir public. La loi organique joue un rôle essentiel dans le système juridique djiboutien en garantissant la stabilité et l'efficacité des institutions publiques. Il faut d'abord savoir que chaque pays révise la Constitution quand il veut. Et Djibouti, ce n'est pas la première fois que Djibouti est en train d'améliorer sa Constitution. Et là, il y a à peu près 10 articles qui ont été touchés, qui ont été revus, et 4 ont une importance capitale aujourd'hui. Donc cet article-là que vous êtes en train de me poser, c'est l'article 76. Et l'article 76, c'est l'article qui stipule que le Conseil constitutionnel a été élargi, que les membres ont été dépassés de 6 à 9 et que le mandat de membres du Conseil constitutionnel sont à 9 années. Avant, c'était 8 ans. On a voulu changer cet article-là pour moderniser les conseils constitutionnels et pour qu'ils soient réactifs, parce que n'oublions pas que l'Assemblée nationale vote beaucoup de lois et ces lois-là ont besoin d'être examinées par le Conseil constitutionnel. Et c'est ça qui amène que le Conseil constitutionnel qu'il réponde aux besoins du travail que les législateurs lui fournissent. Et après la diffusion hier du premier numéro consacré à la conférence de paix d'Arta, en voici le deuxième. Nous poursuivons les séries dans le grand format Arta, le souffle de la paix, dans cet épisode intitulé « Le pari de la paix, la genèse du processus d'Arta ». Nous revenons sur les premiers pas d'une idée audacieuse, née dans le cœur et la raison d'un pays qui refusa. La fatalité de la guerre, le pari de la paix, genèse du processus d'Arta, c'est un magazine de la rédaction. Les hommes font l'histoire, mais ne savent pas l'histoire qu'ils font. Cette phrase de Karl Marx pourrait bien être la clé de lecture du processus d'Arta. Car derrière les images d'une conférence, d'un dialogue et d'un drapeau hissé, se dessine la vision d'un homme, Ismaël Omar Guelleh, qui, sans bruit, transforma un pari moral en doctrine politique. En 1999, au lendemain de son élection, la région de la Corne est en tension permanente. L'Éthiopie et l'Érythrée sortent à peine d'une guerre frontalière meurtrière. Le Soudan est encore divisé et la Somalie demeure éclatée aux territoires rivaux. Djibouti, par sa taille et sa position, semble hors du jeu. Et pourtant, c'est dans cette périphérie politique que viendra la lumière. Ismaël Omar Guelleh conçoit ce qui sera alors une diplomatie de la modération, une sagesse provinciale élevée au rang de méthode continentale. Parler peu, écouter beaucoup et agir au moment juste. Lorsqu'il décide d'accueillir à Arta la conférence somalienne, la communauté internationale reste sceptique. Mais le président c'est ce qu'il fait. Il a compris une vérité que les grandes chancelleries ont oubliée. La paix durable ne se construit pas par injonction, mais par inclusion. Dans sa vision, la République de Djibouti devient le médiateur humble et ferme, capable d'ouvrir la parole sans la confisquer. Il orchestre sans dominer, il guide sans imposer. Sa présence discrète mais constante crée un climat de confiance, et c'est dans ce climat que les mots remplacent les armes. Au cœur des débats d'Arta, les tensions furent réelles. Rivalité de clans, ambition de leaders, méfiance historique entre régions. À plusieurs reprises, le processus vacilla, mais à chaque fois, la diplomatie djiboutienne répara les fractures avec la patience d'un artisan.
Ce qui s'est joué à Arta dépasse la Somalie. Pour Djibouti, ce fut une démonstration de souveraineté morale. Là où les grandes puissances intervenaient par la force, un petit État proposa la parole. Là où la logique militaire dictait la paix par la reddition, Djibouti inventa la paix par la reconnaissance. Le processus d'Arta donna naissance à une école diplomatique inédite, une école de ton lent, du respect des sensibilités, de la parole donnée. L'héritage d'Arta est celui-là. La preuve que la taille d'un pays ne détermine pas la portée de son influence. Ismaël Omar Guelleh n'a pas seulement concilié la Somalie. Il va redéfinir la fonction même du leadership africain, celle d'un leadership de responsabilité, ancré dans la conviction que le dialogue est une arme de construction massive. Ce cas d'école, souvent étudié depuis, est resté la matrice de la politique étrangère djiboutienne. Médiation, stabilité et constance. De Khartoum à Addis Abeba, de Mogadiscio à Sanaa, la doctrine d'Arta inspire encore. Et 25 ans plus tard, elle rappelle cette vérité simple, qu'en Afrique, la grandeur ne réside pas dans la puissance, mais dans la capacité à créer la paix. Et dans cet épisode intitulé « Les 6 mois qui ont changé la corne de l'Afrique », la rédaction vous replonge dans cette période décisive où Djibouti devint le théâtre d'un tournant historique. Pendant 6 mois, Arta vibra au rythme des débats, des espoirs et des réconciliations. Pendant des mois, Arta devient le centre du monde somalien, sous une tente blanche dressée entre mer et montagne. La conférence de réconciliation nationale somalienne fait son chemin. L'atmosphère est lourde d'histoire, d'espoir, mêlée sur les visages 10 années de guerre, d'exil, de fatigue. Mais dans le regard, une flamme, celle du retour à la parole. Dans la grande salle, les joutes verbales font rage. Les anciens évoquent les blessures de Mogadiscio. La diaspora réclame un avenir démocratique. Les religieux appellent à la réconciliation au nom du Tout-Puissant, pendant que les représentants des régions autonomes défendent leur autonomie chèrement acquise. Chaque mot devient un champ de bataille. Les débats sont parfois suspendus. Les visages se ferment, les voix se brisent. Les observateurs craignent l'échec. La tension atteint son paroxysme. Certains clans menacent de se retirer. Les divergences sur la composition du futur gouvernement bloquent tout progrès. Les discussions s'activent dans les couloirs pendant des mois. Les nuits deviennent lourdes, les compromis fragiles, le processus semble vaciller. Vers la fin du mois d'août, à quelques semaines du sommet des Nations Unies, le chef de l'État voit que le sablier du temps arrive à terme. Il doit faire un compte rendu auprès de la communauté internationale. De ce fait, il se déplace et c'est alors qu'un événement inattendu change la donne. Ce jour-là, le président Ismaël Omar Guelleh assiste discrètement à une séance plénière. Les débats sont à nouveau dans l'impasse. Les mots claquent, les accusations fusent, les rancunes ressurgissent. Le chef de l'État, habituellement réservé, prend la parole. Sans discours préparé, sans note, s'exprime la main sur le cœur avec une sagesse provinciale. haddii dad ay xaqdarro dareemayaan waxa wanaagsan in qaranka Soomaaliyeed daraadiis loo dhaafo waxa aan baryayaa dadka halkan iskugu yimiday danta qaranka Soomaaliyeed in la badbaadiyo meeshii ay shirarkii hore ku fashilmayeen baad joogtaane ilaahay baan ka hoos galnay fashilaadee waxaan leenahay hal laga gudbo arrinkaas baan leenahay waxa aan dalbanaynaa in la badbaadiyo rajada ummadda Soomaaliyeed meelay doonto ha joogtee ay ku qabto shirkan waxa aan inaan
suuro gelinno loo baahan yahay ducada aan ilaahay baryaynay een u sara joogno habeen iyo maalin een leenahay ha loo naxariisto ummadda Soomaaliyeed hal la eego xaaladda ay ku jirto maanta inay u baahan tahay dawlad maanta inay u baahan tahay xukuumad maanta inay u baahan tahay nidaam maanta inay u baahan tahay nabadgelyo maanta inay u baahan tahay badbaado gacantiina bay ku jirtaa iyo gacanta Ilaahay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waqtigii baa dee soo gaadhay bishii Sebtembar waxa ka hadhay 2 toddobaad baa ka hadhay ama 3 haddii alla yidhaahdo halkiina waa la naga sugaya war inaan geennaa la naga doonaya been baad sheegtay ama run baad sheegtay mid baa la ii odhan doonaayo idinka hayataana waxa aan idinka baryayaa naxariis weeye inaad i naxariisataano i hiilisaano waddanka maanta waan sara joojin karnaaye inaad ila sara joojisiin baan idin weydiisanaya Et dans un silence soudain, il s'adresse à l'Assemblée. Son ton ne fut plus celui d'un président, mais d'un frère qui parle à sa famille. Il évoqua la douleur d'un peuple sans État, la honte des armes entre frères, la fatigue d'une région qui pleure la même guerre depuis trop longtemps. Le ton est clair, le ton est sincère, la parole discrète. Dans la salle, les regards se croisent. Certains pleurent, d'autres baissent la tête. L'effet est immédiat. La salle divisée depuis des semaines se tait pour la première fois. Ce moment deviendra le tournant moral du processus d'Arta. Car après ce discours, les débats reprennent, mais dans un autre ton, plus apaisé, plus constructif. Les délégués émus par la sincérité du chef de l'État décident de suspendre les rancunes pour avancer vers l'essentiel, rebâtir ensemble un gouvernement de transition. Les commissions se remettent au travail, on rédige, on amende, on signe, le consensus prend forme. Pour la première fois depuis une décennie, les représentants de toutes les régions de Somalie s'accordent sur un texte commun. La création d'un parlement de transition et la mise en place d'un gouvernement fédéral. Arta devient le théâtre de la Renaissance. Et ce jour-là, la voix d'un président prononcée dans la langue du peuple aura fait ce que des années de guerre n'avaient su faire, ramener la Somalie à la table du dialogue. Et dans l'actualité également, le ministère de l'Éducation nationale annonce avec fierté la tenue de ces sessions annuelles de formation continue organisées chaque année durant la semaine des vacances scolaires. Ces formations dispensées à Djibouti-Ville, mais aussi dans les régions de l'intérieur, visent à renforcer les compétences des enseignants de tous les niveaux, du primaire au secondaire en passant par l'enseignement technique. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du ministère d'améliorer en permanence la qualité de l'éducation à Djibouti. La formation continue permet aux enseignants de se familiariser avec les nouvelles méthodes pédagogiques, d'approfondir leurs connaissances disciplinaires et de partager leurs expériences. L'objectif, offrir un enseignement toujours plus efficace et adapté aux besoins des élèves comme aux exigences du système éducatif. Cette année, les sessions ont été supervisées par l'inspecteur général Mohamed Abdo et la directrice générale de l'enseignement, Mme Lula Ali. Leur présence traduit l'importance que le ministère accorde à la formation du corps enseignant. Ils ont d'ailleurs encouragé les participants à mettre en pratique les compétences acquises au service de leurs élèves. Les formations ont abordé divers thèmes tels que la pédagogie active ou encore l'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement. Les enseignants ont pris part à des ateliers interactifs, des conférences et des discussions de groupe, favorisant ainsi un véritable esprit de collaboration et de partage. Déterminé à investir durablement dans le développement professionnel de ses enseignants, le ministère de l'Éducation nationale rappelle que la qualité de l'école djiboutienne repose sur la compétence, la motivation
et le dévouement de celles et ceux qui transmettent le savoir. Une démarche qui s'inscrit pleinement dans la vision nationale d'un système éducatif moderne et performant, prêt à relever les défis de demain. Coup d'envoi du championnat national de natation 2025-2026, ambiance festive et sportive hier soir à la piscine nationale pour le lancement du championnat national de natation 2025-2026. Un événement majeur pour la relance et la structuration de la natation djiboutienne. Le président de la Fédération djiboutienne de natation, entouré de son équipe d'athlètes et d'amateurs de sport aquatique, a donné le coup d'envoi d'une saison placée sous le signe de la performance et du fair-play. Tout au long de la soirée, nageurs et nageuses de toutes catégories se sont affrontés dans une ambiance conviviale et compétitive. Le secrétaire général de la Fédération a salué le soutien constant du secrétariat d'État chargé des sports, essentiel pour le développement de la discipline. Il a insisté sur la nécessité d'investir dans les infrastructures et la formation des jeunes talents. Les rencontres, et nous avons pu mobiliser le club de la capitale, mais aussi différents clubs des régions. Les ligues régionales aussi étaient là. Ça a été vraiment un amusement, ça a été vraiment une compétition, des enjeux, des médailles à gagner. C'était la joie au sein des différents clubs de jeunes. Voilà, donc au nom du président de la Fédération de natation, Abdallah Mohamed Dini, et surtout aussi nous remercions le secrétariat d'État au sport qui ne ménage jamais de ses efforts pour aider de l'avant le sport national, parmi lesquels la natation. Nous remercions également la direction de l'Agence nationale de sport, la direction de la piscine nationale. Et nous lançons désormais ouverte la saison 2025-2026 du championnat national de natation. Et dans l'actualité régionale à présent, l'Union africaine réclame une représentation permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. Mahmoud Ali Youssouf estime que cette réforme renforcerait la paix et le développement en Afrique. Il souligne l'importance d'un partenariat plus fort entre l'ONU et l'Union africaine. Il appelle aussi à financer durablement les opérations africaines de maintien de la paix. Je vous l'annonçais en titre, les destructions à Gaza représentent plus de 55 millions de tonnes de débris. Le coût de la reconstruction est estimé à plus de 70 milliards de dollars. La moitié des bâtiments et des infrastructures vitales ont été détruits. L'ONU demande une aide urgente pour déblayer les débris et relancer la reconstruction. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.